Bienvenue sur Biam, le podcast de l'entrepreneuriat féminin au Japon. Je m'appelle Mathilde Dubois et avec mon associée Alice Agnolet, nous avons fondé Tokimeki, une agence événementielle basée à Tokyo qui a pour but de soutenir les entreprises étrangères voulant organiser des opérations au pays du soleil levant. À travers ce podcast, on veut vous partager notre quotidien de femmes entrepreneurs qui facilite les collaborations entre différentes cultures. On vous fera aussi découvrir des invités exceptionnels qui partageront avec nous leur parcours de vie et leurs expériences dans l'archipel. Japonophiles, femmes, hommes, entrepreneurs d'aujourd'hui ou de demain, on espère que notre podcast vous plaira. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur Biam. Épisode 10. Épisode 10, le podcast de Tokimeki by Alice et Mathilde, et c'est pour ça qu'il s'appelle Biam. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, car nous sommes accompagnés de... Agathe Ferrand-Maeda. Oui. Bonjour. Agathe, si tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui te connaissent sans savoir qu'ils te connaissent, parce qu'on parle souvent de toi. Comme tu l'as dit, je m'appelle Agathe Ferrand-Maeda. Moi, je suis consultante en communication digitale et j'ai une spécialisation plutôt en art et tourisme. Voilà, et je viens il y a longtemps du milieu de la médiation. Donc moi, j'ai cette passion d'accompagner les gens pour les aider à adapter leur message aux différents publics, à leurs différentes cibles. C'est ce qu'on fait dans la médiation, on est le lien entre le public et l'art. Absolument. Et du coup, avec Agathe, aujourd'hui, on va parler communication digitale. Parce que Agathe, c'est une camarade de chez Fage, une camarade de Club Entrepreneur, même si on n'a pas fait la même promo, et c'est aussi et surtout, et une des raisons principales pour laquelle elle est avec nous aujourd'hui, une des personnes qui nous a accompagnés dans le rebranding et le relancement de notre site internet en février 2024. Tout à fait. Voilà. Agathe, on l'a rencontrée via Fage, et c'est comme ça qu'on a su qu'elle faisait des choses incroyables en communication digitale. Et on s'est dit que c'était intéressant en fait de l'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de l'importance de la communication digitale pour soit des entrepreneurs, soit des petites structures qui se lancent ou qui se relancent. Et de vraiment parler de pourquoi c'est important d'avoir une présence sur Internet, la différence entre réseaux sociaux, site Internet, qu'est-ce que ça demande, sur quoi est-ce qu'il faut peut-être mettre le focus, ce genre de choses. Donc je pense qu'on va parler de plein de choses différentes. On va d'abord demander à Agathe de nous parler un petit peu de son parcours et de pourquoi elle est spécialisée en accompagnement de communication digitale. Le micro est à toi. Merci pour l'invitation, merci à vous deux. Je suis ravie de venir parler de la communication digitale parce que c'est un sujet qui me passionne, qui m'intéresse, et surtout pour accompagner les entrepreneurs, les freelances, les indépendants et toute personne qui est au début de son aventure professionnelle. Moi, mon parcours, en fait, je viens du milieu de l'art, plus précisément le milieu de l'art contemporain et même de la médiation. Et alors, ça paraît complètement un autre milieu, mais en fait, il y a une raison, ça se rejoint sur le fait d'adapter son discours en fait, à ses publics. Et c'est vraiment ce que je trouve le plus intéressant dans la communication, tout ce qui est en relation avec une audience, c'est d'adapter son discours en fonction de sa cible, en fonction de qui vous allez toucher, en fonction de qui vous avez besoin de toucher. Et le site et les réseaux, comme tu l'as mentionné, et d'autres plateformes, comme par exemple les newsletters, sont des endroits où vous allez pouvoir faire briller justement vos services, votre personnalité, votre marque et aussi votre expertise. Tout un programme. Tout un programme. Fort savamment résumé. Déjà, pour remettre un petit peu dans le contexte, parce que parmi les gens qui nous écoutent, j'imagine qu'il y a des entrepreneurs, il y a peut-être des gens qui ne travaillent plus, des gens qui ne travaillent pas encore, des gens qui sont en entreprise. Donc tout le monde ne connaît pas forcément les terminologies qu'on va utiliser. Est-ce qu'on pourrait déjà expliquer un petit peu ce que c'est que la communication digitale, les genres de plateformes qu'il y a, les genres de médiums qui sont utilisés pour la communication digitale, et les plus et les moins, on va dire, mais vraiment grossièrement, en grossissant le trait, de pourquoi telle plateforme plutôt que telle plateforme. Par exemple, pour nous, Tokimeki, qui sommes une petite structure qui faisons... basée au Japon, qui faisons de l'accompagnement événementiel, accompagnement opérationnel, est-ce qu'on a plutôt intérêt à travailler notre site internet, à travailler nos réseaux, etc. etc. Donc, remettre d'abord en contexte la communication digitale, et ensuite peut-être faire une comparaison des différents médiums qui sont à disposition des jeunes entrepreneurs, travailleurs.
Ok. Alors je vais essayer de un peu simplifier parce que souvent quand on commence à chercher communication, stratégie digitale, c'est un vaste sujet et des fois c'est un peu trop, on se retrouve engouffré dans une avalanche d'informations. On peut démarrer de manière très très simple. Effectivement, comme tu le dis, toutes les plateformes ne sont pas forcément les bonnes en fonction de son activité, de son domaine et de son besoin actuel. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de se poser et de réfléchir à qui on est, ce qu'on a à dire et quelle est notre cible. Je pense que c'est déjà la première chose pour remettre un peu les choses au clair. En termes de plateforme, ce qu'il existe, donc effectivement, il y a le site internet qui est votre vitrine et qui est, si vous avez une activité professionnelle, même en tant qu'indépendante, obligatoire. Les réseaux sociaux, donc pareil, en fonction des réseaux sociaux, tous ne sont pas forcément intéressants pour vous, pour les professionnels. Donc vous avez Facebook, Instagram, LinkedIn, également X, également Twitch, YouTube, voilà, pour en citer quelques-uns. Line, au Japon. Pourquoi pas. Il y a également, par exemple, Meetup. Moi, j'ai déjà conseillé à quelqu'un qui avait une activité très locale, très ancrée, et qui voulait essayer les réseaux sociaux, mais qui n'y arrivait pas, qui n'avait pas beaucoup de temps, pas beaucoup de budget. Et en fait, on a réaffiné ses services, sa cible. Et en fait, je lui ai dit, mais aujourd'hui, tu n'as pas de budget à dépenser pour embaucher quelqu'un pour le faire pour toi. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas envie d'apprendre. Donc finalement, utiliser Meetup pour avoir un lien avec ton audience possible et organiser des événements, c'est peut-être le plus simple. Et effectivement, ça a marché, elle a pu trouver des clients comme ça. Donc le contrat était rempli. Donc ça, c'est de la stratégie digitale. C'est vraiment trouver quelle est la bonne plateforme pour chacun, chacune, en fonction de son activité, de ses services ou de ses produits. Question. Ouais. Quand on parle de communication digitale, est-ce qu'on va forcément être sur Internet ? Alors oui. D'accord. Parce que je demande tout simplement parce que des fois tu vas avoir, des vidéos de promotion, tu vois, qui peuvent être diffusées. Ah oui. Donc ça rentre dans encore une autre catégorie de communication. Moi je l'inclus dedans parce que de toute manière ta vidéo, sauf si tu fais une pub télé, et encore la pub télé va très potentiellement passer en ligne. Par contre, ce que je dis à tout le monde et qui est très important, c'est que en fait, la communication digitale suffit pas. Il faut absolument de la communication en présentiel également. D'accord. Après, en fonction, encore une fois, de sa personnalité, de ses besoins, de ses ressources, humaines ou financières ou quoi qu'est-ce, c'est bien de répartir un pourcentage entre les deux. Mais surtout quand on est entrepreneur, je pense que le présentiel aussi, créer une relation avec le public sur place, avec d'autres partenaires ou même des clients potentiels, c'est très important. Donc c'est important d'avoir les deux. Quand je parle de communication digitale, je parle plus précisément de stratégie digitale. Tout ce que je dis, les actions que vous pouvez mettre en place, ça c'est de la stratégie. Donc c'est vraiment prendre les ressources de la communication digitale, les codes, les actions possibles, et d'aller optimiser ou réfléchir à comment les mettre en place pour vous, pour votre activité. L'adapter à des cas précis. Ouais. Du coup, on t'a parlé de plusieurs plateformes, on a parlé de sites internet, de réseaux sociaux, des divers réseaux sociaux, de réseaux sociaux qui sont vraisemblablement moins connus que d'autres. Ouais. Pour toi, la différence entre un site internet et un réseau social, en termes de crédibilité, d'impact, d'importance, est-ce qu'il vaut mieux avoir un site internet et pas de réseau, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un réseau et pas de site internet ? Tout dépend de son industrie. Tout dépend de son industrie. On l'a vu ces dernières années, par exemple, il y a des marques de vêtements qui ont commencé leur activité avec des pop-up et qui ne sont que sur... elles ont que un compte Instagram et les commandes se passent sur Instagram. Elles ont un shop sur Instagram, elles n'ont pas de site. Donc ça dépend vraiment de son industrie, de son service. Moi j'ai tendance à dire qu'un site c'est toujours important parce que c'est majoritairement par là où le SEO se fait, donc le référencement. Mais maintenant, ça touche aussi les réseaux sociaux. Donc on peut aussi toucher du référencement grâce aux réseaux sociaux. L'autre outil dont j'ai pas parlé, qui est, je pense, l'un des plus importants, si je dois faire un ordre, c'est vraiment site, newsletter et réseaux sociaux. La newsletter, c'est ce qui va vous permettre de créer une communauté fidèle, engagée, qui n'est pas forcément sur les réseaux, et où vous allez la contacter directement dans leur boîte mail.
Donc les abonnés vont pouvoir vous répondre directement par mail suite à une newsletter à dire ah oui ça m'intéresse, ah ça c'est super, tel événement, ah moi je veux rejoindre l'événement, je veux participer. Donc chaque réseau social va aussi avoir ses propres spécificités. Donc si on est dans le luxe, moi je trouve très important d'être sur Instagram parce qu'on veut véhiculer une image du luxe qui fait rêver et qu'Instagram c'est visuel. Mais c'est aussi important peut-être d'avoir un LinkedIn pour partager, pour partager son expertise et pour son savoir-faire, voilà, échanger avec les autres acteurs professionnels. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, là on est au Japon. Et le LinkedIn, ça prend aussi un autre aspect au Japon en fonction de là où on est localisé, puisque par exemple ça n'est pas répandu ici dans la partie de l'audience plutôt japonaise. Ouais. Donc si votre cible, là où vous êtes, n'utilise pas LinkedIn, ça sert à rien d'aller utiliser LinkedIn, même si le réseau social pourrait vous correspondre. Ouais, c'est intéressant. Mais ça rejoint ce que tu disais au début, de toujours adapter son discours, de toujours réfléchir la façon dont tu communiques en fonction de ceux à qui tu t'adresses. C'est vrai que la newsletter, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent, on l'a un peu mise de côté, parce que c'est un... Ça demande du temps, ça demande beaucoup de contenu concret, et un call to action aussi... Où est-ce qu'on les emmène, qu'est-ce qu'on en fait. C'est vrai que par rapport à potentiellement juste faire un post sur LinkedIn ou de faire un post sur Insta où on peut un peu faire des choses un peu plus light, la newsletter, c'est vrai qu'en général, en tout cas c'est la vision que j'en ai, c'est d'avoir quelque chose de vraiment concret avec l'émission qu'on a vraiment gérée. Puis c'est vrai que la newsletter, on a cette image de contenu régulier. En général, on parle de newsletter hebdomadaire ou mensuel ou trimestriel, enfin tu vois. Et nous, on a encore une activité pour l'instant qui est assez inégale. Donc, potentiellement, on se retrouve à arriver à devoir envoyer une newsletter, mais on n'a pas de nouveau contenu. Donc, on a encore aujourd'hui, alors que en réalité, je pense que le contenu, on l'aurait. Tu vois, maintenant, on fait suffisamment de choses pour remplir des newsletters si on le voulait. Mais c'est vrai que je pense qu'on n'a tellement pas encore suffisamment appréhendé le média qu'on ne l'exploite pas. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on avait rapatrié tous nos contacts, on a refait tout notre carnet d'adresses. Donc en fait, on a une audience qui est là, qui est présente et qui, a priori, ne s'est pas désinscrite pour l'instant. Donc on devrait l'exploiter, mais c'est vrai faut qu'on retravaille ça. Oui. C'est toujours le faucon. Mais oui. Alors... La newsletter, vraiment, moi je conseille parce que en newsletter, on n'est pas soumis à un algorithme, en fait. Donc, certes, vous êtes en compétition avec beaucoup d'autres newsletters, d'où l'importance, comme tu dis, d'avoir un contenu intéressant. Mais c'est très bien aussi pour garder un lien humain avec vos clients, avec qui vous avez travaillé, et qui vont, comme ça, du coup, avoir de nouveaux nouvelles, et qui vont voir « Ah tiens, elle travaille là-dessus en ce moment ». C'est vrai que ce sujet-là, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, après, ils vont aller sur vos réseaux sociaux, ils vont essayer d'en voir plus. Donc, moi, j'ai tendance à toujours dire, même si vous en envoyez peut-être pas si souvent que ça, ou à la limite de manière pas régulière, aléatoire, c'est pas si grave. Mais par contre, c'est bien de garder un lien quand même. Et comme ça rappelle aux bons souvenirs de vos clients que vous avez eu par le passé. Et il n'y a pas besoin que ça soit finalement travaillé. On peut avoir, encore une fois, ça fait partie de la stratégie éditoriale. Quand vous avez votre identité, votre branding et votre tone of voice, qui est votre ton, votre personnalité pour votre marque, la manière dont elle s'exprime, quand vous avez ça, vous faites votre calendrier éditorial, et là, vous pouvez utiliser n'importe quel média parce que en fait, votre contenu, il est prêt. Le sujet est prêt, donc vous n'avez plus qu'à l'adapter à chaque réseau. Par contre, c'est vrai qu'on en revient toujours à cet état des lieux que je conseille de faire, qui est de regarder quel est le temps que j'ai, quelle est la ressource que j'ai, quelles sont les compétences que j'ai à allouer à cette stratégie digitale. Et c'est ce fameux diagramme que moi je montre parfois, assez souvent à des clients, qui en fait, on ne peut pas avoir quelque chose de bien fait rapidement, pas cher. C'est pas possible. Oui. Si vous décidez de faire vous-même, parce que ça vous intéresse et que vous avez envie de vous former, vous allez prendre le temps. Donc ça veut dire que ça sera long, ça sera lent.
Par contre, ça sera potentiellement bien fait, potentiellement, en fonction de... Potentiellement, j'ai des dons pour ça. Voilà, potentiellement. Du degré d'engagement. Ou alors, en tout cas, vous allez peut-être avoir une attente qui est un peu moindre. Mais c'est sûr que le meilleur des cas, c'est de se dire, ok, j'ai un temps convenable dans mon calendrier, dans mon rétro-planning, je peux dégager un petit budget. Maintenant, on trouve des services à tous les prix. Et je me permets de vraiment investir là-dedans pour mon futur parce que c'est important. Voilà, ça dépend vraiment de chaque cas. C'est pour ça que cet état des lieux, il est important. Et c'est surtout quand on est au début de son activité, on peut se permettre finalement de prendre un peu de temps. De prendre un peu de temps et de soit faire soi-même, soit aller chercher quelqu'un qui est dans une activité à un niveau similaire et qui a besoin de construire son portfolio. Et à ce moment-là, on peut faire un échange de bons procédés entre professionnels et s'entraider et se soutenir et voir ce que vous avez à apporter à cette personne si vous n'avez pas un budget à lui apporter. Voilà, c'est comme ça en fait qu'on construit aussi son réseau professionnel parce que cette personne-là, une fois qu'elle aura établi son réseau, si elle entend parler de quelqu'un qui cherche une agence événementielle sur place, elle le recommandera Tokimeki et vous, inversement, vous pourrez recommander cette personne puisque vous avez testé son service. Par contre, c'est pareil, il faudra accepter aussi que si elle est en début d'activité aussi, le résultat ne sera peut-être pas à la hauteur de... Encore une fois, c'est toujours tout un système. Mais, je me répète, mais vous comprenez. Non, mais en plus, c'est vraiment dans la lignée de pourquoi est-ce qu'on a fait appel à toi. Pour le site internet, dans un premier temps, effectivement, on n'avait pas de moyens. On avait eu le temps, entre guillemets, de créer un site pour nous. Mathilde avait fait ça vachement bien. Et quand on a voulu aller au next step, du coup, effectivement, on s'est dit que nous, on avait pu faire au maximum de nos capacités, mais maintenant, en fait, il fallait qu'on ait quelqu'un, un œil extérieur qui regarde ce que nous, on avait fait, qu'est-ce qui était bien, ce qui était moins bien. Et puis, de toute façon, nous, notre activité, elle avait évolué aussi, donc ça demandait à faire un point sur comment on veut se présenter, se vendre aussi. Et c'est là où nous, on s'est dit qu'en fait, on a besoin d'avoir quelqu'un qui fait ça professionnellement, et on a fait appel à toi. Ça nous emmène de façon très fluide vers le prochain topic de cet épisode qui est... On va se concentrer là sur plutôt la création de sites. Parce qu'après les réseaux, on n'aura jamais fini d'en parler. Et du coup, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on pouvait faire un peu une étude de cas. En fait, le procédé de créer un site, comment ça s'est passé pour nous. Donc de repartir de zéro, le fait que nous, on avait un site qui était existant, qui nous servait de site vitrine, qui était ce qu'il était, il nous servait à exister sur Internet, il était merveilleusement, incroyablement beau. Et du coup, on a fait appel à toi et à Alex dans ces conditions-là pour nous aider à faire une refonte du site, sachant que en termes de technique, c'était moi qui finissais par tout mettre en ligne, donc c'était moi qui construisais, donc ça voulait dire qu'il fallait que vous me donniez un package qui soit réalisable par quelqu'un qui aime bien bidouiller sur Internet mais qui n'est pas une professionnelle. Et vous nous donniez clé en main les contenus et tout ce qui va être le rebranding, donc esthétique, persona, et tout ce qui va être en fait comment est-ce qu'on devrait se marketer, enfin de vraiment refaire un point sur notre image de marque, parce que finalement quand on est une société, on est aussi une marque. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu le déroulé pour refaire un site, on commence par là parce que X, Y, Z, ensuite on va sur ça parce que oui, les étapes pour créer un site. En fait, avant de vous parler plus spécifiquement des étapes, et sans rentrer trop dans le détail parce que la liste est infinie, moi c'est plutôt l'état d'esprit aussi dans lequel il faut rentrer. C'est encore une fois, comme ce que j'ai déjà un peu mentionné, c'est qu'il faut vraiment faire un état des lieux, de qui vous êtes, de où vous allez, à qui vous parlez. Si les services que vous faites aujourd'hui, c'est les services que vous voulez continuer dans le futur, vraiment voilà, réfléchir à votre positionnement, réfléchir aux ressources que vous avez de disponibles actuellement, ou les ressources que vous êtes prêts à dédier, et commencer en fait à travailler sur votre site avant d'aller chercher les ressources dont vous avez besoin, enfin les acteurs dont vous avez besoin. Donc finalement, alors quand vous êtes dans un rebranding, vous avez déjà quand même pas mal de contenu, mais si c'est quand vous démarrez de zéro, ça va être de commencer à rédiger des pages pour différents services. Et donc faire une présentation par page, par service. Et donc de commencer à rédiger pour avoir déjà en fait un matériel à amener à l'équipe en fait potentiellement
de rédacteurs, de graphistes, de webmasters, de moi, etc. Pour vous aider à commencer, à faire votre site. Ok, donc là on est sur, quand tu parles de service, on est vraiment sur le concret de quel service on fait. On parle pas forcément de à qui on veut le vendre. S'il faut aussi réfléchir à qui est ton public. Ah oui, tout à fait. Il faut réfléchir à tout ça. À ton persona, voilà. Pour entrer dans les idées un peu plus techniques, le persona, donc c'est votre, on peut dire, client idéal. On peut en avoir plusieurs. On peut s'adresser à des particuliers, à des business ou les deux. Mais c'est surtout définir si c'est un public local, si vous êtes basé au Japon, un public japonais, une audience ici, ou une audience étrangère basée au Japon, ou une audience étrangère basée à l'extérieur du Japon. Donc c'est réfléchir à tout ça. Parce qu'en fait, toutes ces questions-là, elles vont vous être posées par la suite par les équipes. Et donc vous allez gagner un temps énorme et une clarté aussi de vision énorme. Alors pour la petite anecdote, j'ai parlé justement des étapes, des moments importants et de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour créer un site, parce que y a cet état des lieux à faire, ces pages un peu à commencer à rédiger, votre bio aussi pour vous présenter ne serait-ce qu'aux équipes. Tous ces éléments-là. Et pour aller plus dans le détail, moi je vous propose de faire un exercice. Si vous n'avez jamais utilisé ChatGPT, c'est vraiment l'opportunité idéale pour faire un petit exercice, pour vraiment vous familiariser, parce que si vous ne l'avez pas encore fait, il faut vraiment que vous le fassiez, parce que c'est très important, et surtout quand on est entrepreneur, indépendant, c'est un assistant qui peut vous faire gagner énormément de temps. Ça paraît, je pense pour certains, c'est un peu effrayant, peut-être que c'est un peu, on comprend pas trop, de la triche, ou que on sait pas par où commencer, ni quoi faire, on sait pas le quoi lui demander, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas encore. Donc en fait, allez juste sur le chat GPT et posez-lui des questions sur, je veux refaire mon site, quelles sont les étapes pour bien me préparer, aide-moi. Et il va vous faire une checklist. Alors, il va vous donner plein d'étapes. Vous pouvez après lui demander de résumer, de simplifier pour que, en lui disant je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de ressources, je dois tout faire moi-même. Et tu me donnes trop d'infos, j'ai peur. Mais je pense que ça, par exemple, c'est un bon exercice à faire pour commencer à utiliser cet outil. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc, pour revenir à nos étapes, et aussi l'importance du site internet, une autre raison pourquoi un site est très important, c'est donc le référencement. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le référencement, donc c'est ce qu'on appelle le SEO. Et c'est très technique et ça change tout le temps. Donc c'est le référencement sur les moteurs de recherche, donc principalement Google. Et c'est ce qui va vous permettre, la petite magie qui va vous permettre de remonter dans les recherches Google, parce que le but, c'est d'arriver dans la première page quand quelqu'un, par exemple, tape « agence événementielle sur Tokyo ». Voilà. Alors moi, je me suis un peu formée au SEO pour comprendre ce que c'était, donc il y a quelques années. Et j'ai découvert, comme beaucoup de gens, que c'était extrêmement compliqué, extrêmement technique. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est important de tester et ne serait-ce que pour comprendre ce à quoi on a affaire, quels sont les termes importants à connaître et quels sont les outils qui sont nécessaires, en quoi ça consiste, etc. Donc c'est toujours intéressant de prendre l'eau du bain un peu. Et après, j'ai fait appel du coup à un collaborateur, Alexandre Andréoli, qui m'a accompagnée pour la refonte au niveau de votre site, parce que lui, c'est son travail, c'est son activité, et donc comme ça me permet, moi, d'avoir un avis vraiment professionnel et d'expert, et de faire des propositions avec lui qui permettent d'avoir un pack complet au niveau de la refonte d'un site qui soit identitaire, donc qui touche vraiment à la personnalité de la marque, de l'entreprise, voilà, encore une fois, son tone of voice, etc. Et une partie plus technique qui va toucher au référencement, à la vitesse de chargement du site, à la fluidité de navigation sur les pages, etc., etc. Moi, je me souviens quand on avait fait les premiers meetings, tu nous avais établi une carte de l'empathie. Ouais, tout à fait. Et j'avais trouvé ça vachement intéressant, même si je comprenais pas trop où est-ce que ça allait mener. Et en fait, ça se reflète dans la rédaction, sur le site, et ça permet, comme tu le disais, de transmettre en fait
le style de la société, l'image qu'on veut donner, en fait, ce qu'on veut transmettre aux gens, l'air de rien, tout est calculé en fait. Enfin, notre premier site, il avait été fait, on l'avait retravaillé, on avait rédigé, on avait retravaillé les phrases dans tous les sens et on trouvait qu'on avait fait des bons efforts, tu vois, enfin qu'on s'était appliqué. Mais c'était pas aussi travaillé et calculé, entre guillemets. Enfin, bon, calculé, ça sonne très froid comme terme, mais bon, c'est quand même le cas. En fait, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans la communication digitale. Il faut réfléchir à chaque façon de présenter tel ou tel aspect de ton business, de réfléchir à comment est-ce que tu parles de tel ou tel service, quels mots tu emploies. Tout est imbriqué en fait. Et ça, c'était vraiment intéressant. Pas facile comme exercice en fait. Mais du coup, c'est notamment pour ça qu'on avait été très très contente de faire appel à vous, parce que on aurait, enfin, encore une fois, avec du temps, et on aurait passé des heures et des heures et des heures à se former, on aurait pu le refaire toute seule notre site, mais il n'aurait pas eu la qualité qu'il a aujourd'hui. Quand bien même on aurait voulu faire une carte d'empathie toute seule, on n'aurait pas été au niveau de quelqu'un qui sait l'utiliser, qui comprend de facto en fait ce que ça, vers quoi ça amène. C'est qu'on aurait potentiellement pu essayer avec par exemple une checklist de ChatGPT. Ouais, tout à fait. On aurait pu essayer, mais on n'en serait pas arrivé du tout au résultat où tu nous as accompagnés. Et puis on avait fait les personas avec le club entrepreneur, qu'on a refait avec vous. Donc c'était un peu le truc du web. On sait qui sont nos clients. On sait qu'on s'adresse à des professionnels, on sait qu'on s'adresse et à des étrangers et à des japonais. Mais on n'avait pas suffisamment appliqué un twist de rédaction en fonction de ceux à qui on s'adresse. Et en fait, sur le site, si tu regardes vraiment de façon un peu précise, on a une page événements d'entreprise, une page événements sportifs, une page consulting. Et même si on reste dans le même ton, la façon dont c'est rédigé a un tout petit twist qui s'adresse plus à quelqu'un d'une fédération sportive ou quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise. Donc ça, c'est vrai que c'était intéressant à voir le produit fini à ce niveau-là, c'était chouette. Pour mentionner du coup la carte d'empathie, c'est un outil qui vraiment va vous permettre de vous mettre dans la peau en fait, du lecteur, voilà, de votre client potentiel, de votre prospect, de la personne qui va venir en fait sur votre site. Et c'est vrai que souvent quand on fait son site pour soi au début, on est beaucoup dans un discours qui est jeu, qui part du jeu, parce que je veux faire connaître ma marque, j'ai pensé, voilà, je propose, j'offre. Alors qu'en fait, de repartir de faire une carte d'empathie, on va du coup se positionner vraiment dans le voyage émotionnel de cette personne qui va venir sur votre site, de qu'est-ce qu'elle va ressentir quand elle arrive sur le site, dans quel état aussi elle est, parce qu'elle a un besoin, est-ce qu'elle a un besoin urgent, est-ce qu'elle a un besoin qui est dans le temps long, est-ce qu'elle connaît le Japon, est-ce qu'elle connaît pas le Japon, du coup quel est son niveau de stress, enfin toutes ces choses-là, et c'est très compliqué de faire ces exercices-là en étant dans l'œil du cyclone, quoi, en n'ayant aucune perspective. Et le fait de faire appel à quelqu'un, un consultant extérieur, c'est ça qui permet en fait de mettre en perspective. Et aussi, mon rôle à moi, ça va être de venir capter certains mots importants et vous dire « Ah, ça c'est intéressant, est-ce que vous pouvez développer, est-ce qu'on peut creuser un peu plus là-dessus ?» Donc c'est vraiment un outil qui est complémentaire au persona, qui, je sais plus si on l'a dit, mais qui sont le client idéal. Et surtout aussi de réfléchir au travers de ces exercices-là, aux clients que vous avez actuellement, aux clients dont vous avez besoin parce que c'est eux qui vous rapportent des fonds de manière régulière ou immédiate, on va dire, et les clients que vous voulez obtenir de plus en plus dans le futur. Parce que c'est vraiment 3 cibles différentes. Parfois c'est les mêmes, tant mieux, ça veut dire que vous avez bien ciblé votre public, mais quand même, un business a tendance à évoluer. Donc du coup, on n'a pas son client au début qui reste le même client tout le long, ou alors le client échange et évolue en même temps que le business. Et dans ces cas-là, est-ce que par exemple, si nous on vient de refaire notre site, est-ce que tu conseilles des refontes régulières ? Ou est-ce que, enfin tu vois, est-ce qu'il y a un espèce de roulement qui doit impérativement s'opérer ? Est-ce que tu conseilles de faire un check tous les 1 an, 2 ans, 3 ans, que sais-je, enfin tu vois, est-ce que toi tu as des guidelines comme ça pour
notamment les petits business et les business qui viennent de se lancer. Alors, un site, c'est vraiment une vitrine et normalement, il ne doit pas changer. Enfin, le but vraiment du site, c'est de créer une relation de confiance avec votre public. Donc, si il vient et d'une semaine à l'autre, ça change et le service change, enfin, c'est pas très rassurant. Ça montre un peu une instabilité. Donc, les réseaux sociaux, c'est là où vous allez pouvoir un peu faire briller votre personnalité, faire du contenu peut-être plus léger, comme tu disais, plus spontané, montrer les coulisses. Si vous avez des nouveaux services, les annoncer d'abord peut-être là, les tester là. Donc le site, c'est vraiment l'idée de, surtout quand on fait une refonte, c'est que finalement cette refonte, elle vous dure plusieurs années, quoi. Après, effectivement, c'est peut-être intéressant de se repositionner ou de faire des checks réguliers, notamment au niveau du SEO, et de vérifier que les mots-clés correspondent bien, que vous rankez bien dans le classement Google, que votre public il arrive bien sur votre site et clique bien sur les pages où vous voulez qu'il clique. Donc moi je conseillerais ça, de rester ouvert, parce que la stratégie digitale, c'est un éternel recommencement. Enfin, faut tout le temps regarder les stats, regarder les chiffres, alors sans obséder sur les chiffres, mais en gardant un œil. Mais l'idée, c'est quand on a un bon site qui fonctionne bien, les prospects viennent, ça fonctionne, ça attire les gens, on est fiers de le montrer parce qu'il correspond exactement à ce qu'on a voulu donner. Et après, dans le futur, si on refait le site, c'est parce que soit on fait un pivot niveau business, soit parce que peut-être on a envie d'accéder à une classe de clients différente, par exemple. C'est intéressant. Et dernière chose, pardon, je sais plus si on l'avait fait, je sais plus, donc il me semble que oui. C'est important quand on réfléchit à ses clients, voilà, comme je le disais, les clients futurs que vous voulez, et donc de réfléchir à comment vous vous voyez dans le futur. Donc ça, c'est un exercice que je fais régulièrement, que j'avais fait au Club Entrepreneur notamment, que je trouve très intéressant, c'est de faire un état de la situation à l'heure actuelle et d'imaginer dans 1 an, et même parfois d'imaginer dans 5 ans, où est mon business, où en est mon business, quels sont mes clients, quelles sont mes réussites, quelles sont les choses que j'ai réalisées, et à partir de ça, de faire comme un rétro-planning et en fait de réfléchir, ok, j'ai envie d'arriver là dans 1 an, dans 5 ans, alors il faut que ça reste atteignable bien sûr. Quoi, tu veux dire qu'on peut pas dire que dans 3 ans on a une tour en plein centre de Tokyo? Peut-être. Tokyo. Mais c'est bien comme ça d'avoir un peu une vision. Alors encore une fois, comme la stratégie digitale, ça peut changer. Là, du coup, on part un peu plus dans la stratégie business, mais les deux sont liés, tout est transversal de toute manière. Et c'est pas mal de regarder, tiens, je vais dans cette direction, donc pour pouvoir atteindre cet objectif dans 5 ans, j'ai besoin d'avoir tel et tel client dans mon portfolio. Donc pour avoir tel et tel client dans mon portfolio, il faut que mon message il se transmet de telle manière, il arrive de telle manière. Donc voilà, moi je préconise cet exercice-là. Ouais, donc c'est sûr que c'est... De toute façon, c'est un exercice qui est... Quand on est entrepreneur, c'est toujours... que ce soit le moment où on se lance, ou en général à 1 an, 3 ans et 5 ans, tout le monde préconise de faire un point déjà pour voir est-ce que finalement t'es on track avec ce que t'avais prévu à la base, qu'est-ce qui a changé, comment est-ce que tu le fais évoluer et quels sont tes nouveaux objectifs, parce que souvent en fait nous on a fait un shift, pas vraiment, mais en fait on a précisé énormément nos services. Il y a des choses qui nous intéressent davantage maintenant, sur lesquelles on a envie de passer un peu plus de temps. On est aussi un peu plus clair sur effectivement nos envies sur les 5 prochaines années, etc. Donc 5 ans, ça paraît loin et en même temps, ça arrive très très vite. Donc c'est bien de temps en temps effectivement de se poser et de voir si, en termes de chiffre d'affaires, en termes de messages qu'on véhicule, etc., si tout est on track. C'est clair. Parce que notamment maintenant avec la communication digitale, l'avantage c'est qu'on peut effectivement monitorer énormément le trajet des gens, comment ils nous ont trouvés, etc. Ça on peut le faire aussi nous avec des enquêtes quand on a des échanges avec les prospects. Mais c'est vrai que ça c'est un point qui maintenant est beaucoup plus clair pour nous, parce que du coup on voit beaucoup mieux. Ça fait 3 ans et demi qu'on est en activité. Mais le plus tôt on en prend conscience, le mieux c'est, parce que du coup en fait on applique ces règles-là plus tôt. Tout à fait. Et tu parlais des chiffres.
Donc bien sûr, tout le monde... Enfin, pas tout le monde. Je pense que la plupart des gens savent que voilà, bon, les premiers chiffres qu'on voit sur les réseaux sociaux, bah, c'est le nombre de likes, le nombre de commentaires. On peut maintenant avoir une quantité... incommensurable, oui. Inimaginable, astronomique de chiffres. Et un community manager va vous traduire ces chiffres. Si vous avez la possibilité d'avoir un community manager, pardon. Soit vous le faites en interne, et un référent SEO, comme moi ce que je propose dans mon packaging, c'est que cette personne va vous traduire les chiffres. Et là, avec Alex, on travaillait encore pour un client, on regardait et il présentait tous les éléments qu'on peut voir sur un site au niveau visite, au niveau statistique, voilà, au niveau comportement d'un internaute. Alors, ça fait une montagne d'informations, donc des fois c'est un peu, voilà, encore une fois, une avalanche d'infos. Et d'avoir une équipe qui va vous accompagner dans la lecture de ces chiffres et surtout dans ce qu'ils veulent dire. Et donc, quels sont les chiffres qui sont importants ? Quels sont les chiffres sur lesquels il faut se concentrer ? Quels sont les chiffres aussi qu'on peut viser ? Et après aussi, comme tu disais, voir aussi l'évolution, les chiffres qui étaient au début, comment ils sont à la fin, comment ils sont à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, 3 ans, etc. Et ça, c'est important ce que tu disais, parce que c'est vrai que les données, on peut les avoir, etc. Mais quand on n'est pas professionnel en fait, de la gestion de ces données-là, on ne sait pas forcément où trouver le bon chiffre qui va en fait nous donner la réponse de ce qu'on cherche. Et c'est l'avantage d'avoir des community managers ou des personnes comme toi, Alex, qui accompagnent les gens qui n'y connaissent rien comme nous, de pouvoir effectivement faire un premier tri en fait, de toutes les données qui ne sont pas vraiment un facteur pour ce que nous on cherche à avoir comme information, et de vraiment traiter les informations qui nous intéressent, qui nous permettent d'aller plus loin. Mais puis nous sur le site notamment on regarde les données avec Google Site Kit, je crois, qui en fait prend certaines données et te les donne pré-mâchées, mais du coup est-ce que c'est vraiment des données qui sont importantes pour toi ou pas ? Bon, il y a eu tant de visites, cool, tu sais pas forcément de où ça vient, tu sais pas forcément... Il y a plusieurs outils comme ça qui te permettent en fait d'analyser le chemin d'un internaute. Des fois payant, des fois pas payant, bien sûr ça dépend de à quel point tu veux savoir le schéma précisément, mais ne serait-ce que de savoir s'ils viennent de tes réseaux sociaux, de s'ils viennent d'une recherche Google, de s'ils viennent de quelqu'un m'a parlé de... et du coup à taper l'adresse du site directement. En fait tu sais déjà quels axes de communication marchent mieux que les autres. Et ça c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est pas toujours évident. Puis tu penses pas forcément quand c'est pas ton métier, tu penses pas forcément à aller vérifier les chiffres tout le temps. T'es pas tout le temps sur ton tableau qui résume tout. Notamment, nous, on est sur WordPress. Quand tu arrives sur ta page d'accueil, tu as tes stats. Si tu modifies pas ton site tous les 3 jours, tu vas pas forcément voir ton site régulièrement, alors qu'il faudrait. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu le cheminement. Quels mots ont fait que les gens nous ont trouvés. C'est vrai que c'est cool. Ouais, d'où l'intérêt complètement des chiffres, de voir d'où les gens viennent, leur comportement sur le site, où est-ce qu'ils cliquent, avec quelle page ils interagissent. Parce que aussi, encore une fois, chaque service a sa page différente, donc ça te permet de découvrir que peut-être si tu as aujourd'hui des clients sur tel service mais que ils vont jamais sur ton site, donc la page ne vit pas, peut-être c'est finalement ta page n'est peut-être pas adaptée, ou il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau des mots-clés par exemple. Encore une fois, c'est une constante évolution, c'est une constante stratégie, et comme je disais tout à l'heure, c'est que ça prend énormément de temps, et surtout quand on ne sait pas où aller, ça prend encore plus de temps, et le temps qu'on passe à essayer de comprendre les chiffres, quels chiffres sont les plus importants, etc., ou même de réfléchir à tout ça, c'est pas du temps qu'on passe à prospecter. Oui, voilà. Et donc le temps, c'est de l'argent. Tout à fait. L'argent qui aurait pu être investi dans un site pour qu'il fasse ta prospection pour toi. Exactement. Mais je reste encore à dire que dans cette stratégie digitale, alors moi je consulte finalement en communication globale. Maintenant pour moi la stratégie digitale c'est quasi
c'est tellement lié au reste de la communication que j'en parle de manière divisée, mais en fait, tout est ensemble, c'est lié, on ne peut pas les enlever. C'est-à-dire que si vous travaillez sur votre vision, votre pitch il va être meilleur. Et donc, forcément, votre networking en physique il va être meilleur. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et l'idée, c'est que votre site, c'est votre vitrine. Mais quand vous allez à un événement, en fait, vous personnifiez du coup ce message, cette marque, vous représentez votre propre marque. Et en plus, encore une fois, là, vous créez cette relation de confiance avec des prospects, avec votre audience cible, en réel. Et après, vous donnez le méchi, la carte de visite. Et comme ça, ils vont aller voir votre site et vont dire « Waouh, qu'est-ce qu'il est beau ce site !» C'est incroyable, il est d'une fluidité extrême. Tellement clair, tellement d'informations. C'est merveilleux, nous ne savons plus où donner de la tête. Si, je sais exactement où donner de la tête, parce que ce site est tellement facile à naviguer. Non, mais du coup, clairement, nous, on ne regrette pas. Ça a été un investissement, parce que comme le disait Alice, c'était une période où on était encore en développement. Parce qu'on a commencé, oui, c'était ça dont je voulais parler, on a dû t'en parler en mars-avril et on a dû commencer en mai. Ouais, peut-être. Et le site a été mis en ligne en février, mais parce que nous, on a eu un été super busy. Après, on était busy en octobre. Enfin, on avait chacun des échéances qui faisaient qu'on n'a pas pu travailler à fond dessus tout le temps. Donc, des premiers échanges concrets, tu vois, pas juste de « tiens, Agathe, peut-être qu'on va te demander de retravailler sur notre site », mais vraiment du premier rendez-vous tout à fait. à la mise en ligne, il s'est passé du coup 6 mois, 7 mois, à peu près. C'est généralement le temps qu'il faut. Oui. Ouais. Oui. Oui. Après, ça dépend encore une fois de chaque cas, mais moi, de ce que je vois des conversations, parce qu'après, encore une fois, moi aussi, j'ai une activité, donc c'est à moi d'établir une relation de confiance avec mes clients potentiels. Et de leur montrer en répondant à leurs questions, en rassurant sur les inquiétudes, en expliquant point par point comment ça va se passer, qu'on peut répondre à ce besoin et qu'on peut remporter ce challenge. We can do it. Et du coup, pour nous, ça a été un investissement de temps, parce qu'on a, même si on n'était pas dessus H24 pendant 7 mois, ça a quand même pris 7 mois où on savait qu'il fallait qu'on travaille sur le site, où on savait qu'il y avait cette recherche quand même de se remettre dans ses textes et de voir ce qu'on veut faire, etc. C'est de revoir la copie. Ça a été un investissement financier aussi, parce que tout travail mérite salaire, donc on a payé Agathe et Alex rubis sur l'ongle. Non, mais puis au tarif auquel ils devaient être payés, mais qui pour nous à l'époque était quand même un investissement. On voit déjà, on a eu au bas mot 5 ou 6 emails en du coup moins d'1 an d'existence du site. Surtout, notamment, il a été lancé, c'est vrai que assez rapidement, en fait, on a commencé à avoir les recherches qui étaient meilleures, etc. Et on parle pas de spam. Et on a eu des mails via la messagerie du site qui nous demandaient vraiment des rencontres pour faire des vrais projets avec des vrais gens. Pas ChatGPT qui t'envoie des mails de façon insistante et insistée. Et on a au moins un contrat qui est celui de Dunkerque pour Osaka 2025 qui a abouti. Donc quelque part en fait l'investissement il est quasiment déjà remboursé en même pas 1 an d'existence. Enfin là tu vois on enregistre, on est Pokiday 1111 pardon. On a perdu Mathilde. C'est ta faute aussi. SOS. C'est ta faute aussi. On est le 11 novembre. Et du coup, au Japon, il y a des Poki, c'est les Mikado. L'armistice. Et du coup, vu que c'est 1, tu vois, ça fait des bâtons. Comme des Mikado. On en apprend toujours. Comme des Mikado. Et du coup, les Mikado, ici, c'est des Poki. Alors du coup, ils appellent ça le Poki Day parce que c'est le jour du Poki, tu vois, parce que t'as... Mais je vais aller manger des Poki. Ah ben, s'il te plaît, si t'en trouves, parce que... Ah oui, aujourd'hui, du coup... Sold out. Chances are. Les Poki. Je me mangerai sur les Warabi Mochi. Voilà. Donc, je disais, on a lancé le site, grosso modo, fin février, peut-être tout début mars. On est en novembre. Donc, le site, il a 8 mois d'activité réelle. Et en 8 mois, on a confirmé un contrat qui n'est pas négligeable. Ouais. Et on a eu au moins 5 ou 6 prospects qui étaient des prospects des jolis concrets. projets, ouais.
qui sont, de façon assez rigolote, pas du tout des Français. On a eu des demandes de plein de pays du monde différents. C'était pourtant le seul truc qu'on avait vraiment, dès le départ, en fait, un peu segmenté, c'était notre périmètre, c'est la France et le Japon. Nous, on est françaises, on travaille pour les Français qui veulent faire des projets au Japon. Ouais. Alors nous, on t'appelle, on vient d'Indonésie, d'Inde, du Pakistan. Bon, ok. Alors, ce qui est possible, c'est que... Alors là, c'est une partie un peu technique et ça remonte à quelques mois maintenant, vous pardonnerez. Mais peut-être aussi que la compétition, finalement, sur les mots français était un peu plus difficile sur les mots-clés. Parce qu'en référencement, donc, du coup... pour remonter dans le classement Google, il faut qu'en fait la recherche corresponde à des mots-clés spécifiques qui sont utilisés dans la rédaction de la page. Et donc ça, c'est la partie d'Alex, où justement, comme on a fait tout ce travail en amont d'identification des services, de clarification des cibles, etc., une fois qu'on a la page rédigée, ben en fait, après, Alex il fait sa magie. et ça remonte. Et généralement, pour préciser, en fait, le SEO, il faut aussi prendre ça en compte quand on refait son site, c'est que ça prend du temps. Nous, on d'avoir des résultats, tu veux dire ? Voilà, ouais, d'avoir des résultats. Ça prend, les effets peuvent être en moyenne de 6 mois, enfin, voire même des fois plus. Donc, on était très contents avec Alex de voir que vous aviez... C'était si rapide. C'était aussi rapide. Et comme quoi, votre cible était très clairement définie et vous aviez très bien identifié voilà, là où vous voulez vous positionner. Et donc, ça va continuer de marcher. Il n'y a pas de raison. On reçoit encore des demandes et puis des fois, il y a des gens qui nous envoient un mail sans passer par la messagerie du site, mais qui nous ont trouvé via le site. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est... je pense que notamment nos générations maintenant, vu qu'on a un peu grandi avec Internet, même si on n'est pas né avec, on a grandi avec Internet, donc on a l'impression d'être à l'aise avec cet outil-là. Et on se dit, oui, bah, c'est bon, un site Internet, notamment avec les outils type WordPress, Wix, et que sais-je, c'est en réalité pas très compliqué de monter un site, mais en fait, outre la partie technique, c'est surtout en fait ce que tu mets dans ton site qui est important. Exactement. Donc, s'il y a une chose que nous, on peut recommander, c'est d'investir un petit peu sur la stratégie de communication, de faire appel à des professionnels ou alors, comme tu disais en début de podcast, Agathe, de passer le temps qu'il faut pour vraiment se spécialiser là-dessus parce que c'est ça qui va différencier. Enfin, nous, on a vu clairement la différence entre notre premier site et le site qu'on a maintenant. Enfin, il n'y a même pas de comparaison à faire, en fait. Ouais, c'est complètement différent. Les visuels qui sont utilisés, l'harmonie des pages, la structure du site en elle-même, etc. Et il y a un élément... il y a un élément que j'ai pas mentionné, mais c'est pareil, tout est important, entre guillemets, dans l'image que vous avez sur le site. Tout est défini en fonction de votre cible. Donc, par exemple, même les couleurs ont une importance. On a travaillé sur l'harmonie des couleurs, la signification des couleurs. Pour donner un exemple très extrême, si on veut travailler dans le luxe, il faut avoir des couleurs qui sont spécifiques à l'industrie du luxe, qui vont faire écho à des symboliques qu'on a déjà en tête. Voilà, le blanc... le doré, alors le doré c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'à reproduire à l'écran c'est pas facile, mais tu n'as pas ce jaune cacadois, je ne comprends pas. Plutôt des couleurs sombres, en tout cas voilà, le luxe, certaines couleurs en particulier qui sont certaines couleurs qui sont en particulier qui vont évoquer certaines choses. Il y a beaucoup par exemple d'entreprises dans la technologie qui vont utiliser le bleu marine parce qu'il y a un côté très sûr, très rassurant. Un peu le marine, le bleu clair aussi, non, sur l'IT. Ouais, le bleu clair aussi. Les bleus, le bleu Microsoft, regarde Facebook, c'est bleu, Microsoft, c'est bleu. Twitter. Feu Twitter. Voilà, mais il y avait un autre élément que je voulais préciser. Oui, tu parlais aussi du temps que ça demandait, c'est que ça prend du temps dans la stratégie et dans définir justement toutes ces informations de positionnement, de clients, de services, mais ça prend aussi du temps une fois qu'on embauche les acteurs, parce que en fait c'est vraiment un accompagnement, c'est pas juste une réalisation, parce qu'une réalisation en fait ça n'aura jamais
l'effet escompté si on nous dit bon ben voilà allez faites notre site. J'achète. Mais c'est bon, je t'ai payé, allez demain livraison. Mais non clairement voilà, nous on l'a vachement senti parce que justement quand on faisait les meetings avec toi, que ce soit sur la carte de l'empathie, que ce soit sur les personas, que ce soit sur l'esthétique qu'on veut donner au site, il y avait en général 2 à 3 semaines qui se passaient, je dirais, entre chaque meeting. Et clairement, en fait, quand on refaisait le meeting d'après, on a vu qu'on partait dans cette direction-là, donc on va faire ci, donc on va faire ça. Enfin, il y a c'est pas automatique. Enfin, ouais, tout à fait. Tout s'enchaîne dans une suite logique et quand on n'est pas dans le milieu et quand on est en plus à l'intérieur de son business, on peut pas forcément l'avoir. Et puis en plus aussi, je me rappelle quand on a commencé à regarder vos supports de communication, c'est votre bébé un peu. Enfin, tu vois, vous avez choisi ses couleurs, vous avez choisi la police, vous avez choisi le style, vous avez choisi la manière dont vous vous présentez. Donc quand il y a une refonte, il faut aussi un temps un peu de séparation émotionnelle pour se dire ça c'était au début. C'était un superbe choix. C'est le garage d'Amazon. Ça valait quelque chose à un moment. Voilà. C'était un choix certain. On fait comme Code Marie, on remercie, merci beaucoup, on l'enlève. Mais voilà, et c'est ça aussi qui fait que vous allez toucher le public que vous voulez toucher par la suite. Non, puis c'est sûr que, je pense que, et Alice et moi, on savait qu'il allait y avoir beaucoup de changements. Je pense qu'on se sentait prête à le faire, mais que quand t'arrives le jour J à tout changer, tu dis « Oh, c'était bien ça quand même, mais ça c'était sympa quand même !» C'était nous qui avions eu la volonté de faire ces changements-là, et on savait qu'il fallait faire des changements, et on savait qu'on avait fait des choix qui étaient fondés sur rien. Et des fois, on s'attendait pas à changer ça. Tu vois, on savait qu'il y allait ça ou ça qui allait changer. Mais on pensait que, je sais pas moi, X ou Y, ça bougerait pas parce que c'était nice. Enfin, tu vois, ça nous semblait pertinent. Et en fait, quand on en parlait, on était là, bon, ok, scrap. Non, mais c'est vrai qu'il faut être prêt aussi, parce que du coup, on le fait pas soi-même. Il y a le regard extérieur qui fait qu'il faut être prêt à prendre les commentaires qui sont pas forcément des mauvaises critiques, mais qui sont des critiques pour aller plus loin, parce que du coup c'est pour ça que tu payes des professionnels aussi. C'est pour te dire les choses qui fonctionnent et celles qui fonctionnent pas, et de changer celles qui fonctionnent pas. Et t'es pas forcément prêt à écouter ce qui fonctionne pas, mais en même temps, si tu résolutionnes pas ces problèmes-là, en fait c'est ce qui fait que potentiellement ta prospection elle va être impactée. Ça, généralement, moi, je le vois très vite quand je fais des premiers rendez-vous avec des clients potentiels. Si les clients, déjà quand on commence à échanger sur ce qu'ils font actuellement ou sur leur situation, et que je sens que ils sont réticents ou que la discussion elle tourne en rond, en fait je leur dis alors il faut que vous soyez prêts à entamer cette procédure, parce qu'une fois que vous êtes dedans, il faut y aller, parce que sinon vous n'allez pas avoir le résultat que vous voulez, donc vous serez frustrés et ça va pas fonctionner. Moi, pour pouvoir vraiment vous aider à atteindre l'objectif que vous vous fixez, il faut me faire confiance, il faut être prêt à m'écouter. Après, moi je fais au maximum avec toute la diplomatie possible et aussi la reconnaissance du travail déjà effectué. Qui a sa qualité, parce que vous êtes toujours là. Voilà. Donc c'était pas à côté de la plaque, ça vous a permis de lancer votre activité, et vous avez bien lancé votre activité puisque vous avez pu la faire évoluer. Donc le contrat il était rempli. Maintenant, encore une fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, vous étiez à une période où vous aviez eu envie d'investir et de passer à une autre étape de votre aventure professionnelle. Donc on a fait un bon tour d'horizon, notamment du cas Tokimeki, de comment ça s'est passé, des différentes étapes pour la refonte de notre site. Agathe, tu nous as dit que tu avais peut-être 2 ou 3 petits cas d'école à nous partager pour un petit peu faire une comparaison entre des structures en physique ou pas, des grosses structures, pas grosses structures, enfin tu vois, par rapport à comment ça s'est passé pour nous, là on vient d'en parler. Puis potentiellement, les gens que tu connais comme nous, on était amis avant que tu travailles avec nous, et puis des clients que tu connais pas de façon privée. Est-ce que tu fais des choses différentes Est-ce que c'est plus facile, c'est plus difficile? Ouais, tout à fait. Par exemple, comme je l'ai mentionné, moi je viens du milieu de l'art,
Et donc par réseau et sans connaître les personnes, j'avais été contactée par un musée en France qui s'appelle le MacVal. Et donc j'ai travaillé pendant plusieurs années avec eux au niveau de leurs réseaux sociaux. Là c'était plus réseaux sociaux, ils ont déjà une équipe pour le site. Mais on était du coup en contact. Moi je travaillais beaucoup en étroite collaboration avec le service communication et aussi le service des publics. Du coup, tu y étais pour les soutenir sur la stratégie. Pour tout ce qui touchait aux réseaux sociaux, la création de contenu et la stratégie réseaux sociaux. D'accord, donc tu faisais des contenus et tu faisais la stratégie. Ou c'était eux qui faisaient les contenus suite à ta stratégie? Non, là je faisais tout. D'accord. Là j'étais vraiment sur de la stratégie pour les réseaux sociaux, plus la création de contenu. Et après, il y avait aussi une partie de création de contenu qui a été commune pendant toute la partie du Covid, où là j'étais en contact avec plusieurs services différents, service restauration, le service... pas restauration, pardon, le service des collections, donc les conservateurs, le service qui s'occupe des prêts, des envois des œuvres, le service donc des publics pour les adultes, pour les enfants, pour les familles, les services des événements, de la programmation, voilà. J'étais en contact avec tout le monde, mais déjà dès le départ, j'étais un petit peu en contact comme ça, parce que c'est ce qui permet, avec les réseaux sociaux, de mettre en avant la collection d'un musée, surtout pendant une période où c'est fermé au public, pendant le Covid on était fermé au public, et de faire vivre les réseaux et d'avoir une communauté engagée et de montrer l'art sur plein de formes différentes. Donc c'était passionnant. Et donc là c'était le cas de personnes que je n'avais pas encore rencontrées. Okay. Et donc c'était de bouche à oreille, j'avais été recommandée par une amie et j'étais très contente et on a collaboré pendant de nombreuses années. Okay. Et c'est un musée que j'adore. 2 questions. Quand tu parles de communication sur les réseaux, j'imagine que c'est plutôt Instagram? Alors, au début c'était Instagram. Alors je peux un peu briller. Je suis arrivée, alors si je me rappelle bien les chiffres, je suis arrivée, on était à genre 8000, 9000, quelque chose comme ça. Et je suis partie quelques années après, on avait plus de doublé le nombre d'abonnés sur Instagram. Parce que j'avais vraiment impulsé et parce qu'ils avaient décidé aussi d'investir. Et en plus, on a eu quand même la période aussi de Covid où il y a eu une intense demande. Voilà, mais ils avaient déjà aussi une personne qui s'occupait des réseaux avant qui s'en occupait super bien. Mais c'est vrai que la demande était aussi spécifique par rapport à cette période-là aussi. Juste pour préciser. Et du coup, moi, cette période a été très fertile. Très fertile et m'a permis de proposer énormément de choses. Parce que du coup, là, l'espace étant fermé, on avait pas carte blanche, mais on pouvait imaginer beaucoup de choses. Tester beaucoup de choses, voilà, tout à fait. Pardon, c'était ta question? La question c'était réseau, est-ce que c'était Instagram ou... Oui. Donc c'était une grande partie sur Instagram et j'ai développé beaucoup... donc j'étais également sur Facebook, Twitter, LinkedIn, que j'ai vraiment développé, et YouTube, pareil. Et donc avec création de contenu spécifique pour tous les comptes adaptés. Donc par exemple sur LinkedIn, on essayait de faire des choses plus en rapport pour les professionnels du milieu, parce qu'il y avait aussi des réunions de professionnels dans le musée par exemple. Voilà. Et sur YouTube, j'ai créé du contenu présentant les éditions du musée par exemple, les catalogues, les livres, ce genre de choses. Donc voilà, donc à chaque fois adapter le contenu et donc là on est dans un cas par exemple d'une grosse structure qui n'a pas le temps de se former plus précisément sur des sujets très spécifiques, d'avoir une veille sur le numérique. Alors maintenant depuis il y a d'autres personnes qui ont rejoint l'équipe, voilà, les choses évoluent et voilà. Donc ça c'était le premier... Et moi j'ai une deuxième question sur ta collaboration avec le musée. Tu as commencé en France et tu les as suivis avec ton déménagement au Japon? Oui, du coup j'ai été très chanceuse. Je fais partie des gens qui ont une activité qui a vraiment qui s'est beaucoup développée pendant le Covid. J'ai eu cette chance-là malgré tout ce qui s'est passé. Et du coup j'ai la quasi-totalité de mes clients, j'ai la totalité de mes clients qui m'a suivie pendant que moi j'ai fait des allers-retours au Japon, en France, pendant toute cette partie du Covid. Donc des allers-retours en France quand bien sûr il n'y avait pas le confinement. Après j'étais confinée en France, j'ai été confinée au Japon, bref.
La totale, voilà. Avec des moments de quarantaine au milieu. Et en plus, j'ai eu de nouveaux clients dans cette période-là, parce que du coup, dans le milieu de l'art, voilà, tous les espaces étaient fermés, il fallait communiquer. Et le bouche à oreille fonctionnait, je pense. Et du coup, ça, c'était une mission que tu pouvais complètement faire en remote. T'avais pas besoin, en fait, de... Parce que ce que je faisais, c'est que, en fait, on avait déjà... Enfin, ce que beaucoup de lieux d'art, et même des entreprises aussi qui réalisent pas, quand elles ont déjà une certaine nombre d'années d'activité, c'est qu'il y a déjà énormément de contenu qui est là, dans les archives, sur les serveurs, partout. Et que ce contenu ne demande juste qu'à être imaginé ou réinterprété ou réarrangé et à être diffusé au public. Le nombre de projets qui se passent dans des institutions culturelles et les gens ne sont pas forcément au courant parce que ça demande énormément de travail, énormément de temps de diffuser vraiment à tout le monde, à tous les publics. Donc déjà, on communique auprès des publics que ça concerne directement, par exemple les scolaires, si ça concerne un projet scolaire, mais après le grand public se rend pas forcément compte de la vaste étendue des services. De l'étendue des services, de l'étendue de ce qui se passe. Et donc c'est une des premières choses que je fais quand je travaille notamment avec des clients dans l'art, c'est que je travaille avec eux sur une sorte d'état des lieux de déjà tout le contenu qu'ils ont, des expos, déjà peut-être des collaborations, des partenariats, des archives, surtout si c'est des lieux. L'historique aussi. Voilà, l'historique. Des moments clés, des moments phares. Donc tout ça est déjà une matière qui est là. Et puis en plus, moi j'ai la chance de pouvoir, pendant le Covid également, faire des allers-retours quand bien sûr c'était possible. Et donc de me rendre sur place, de continuer à filmer, de continuer à créer du contenu. Et des équipes étant sur place aussi, elles pouvaient aussi créer du contenu. Et puis moi je trouvais ça intéressant aussi, du coup, d'impliquer d'autres services. Et que ça soit fait un peu de manière collégiale et que tout le monde puisse aussi partager voilà, ses appétences et partager ce qu'ils avaient envie de partager. Voilà. Ok. Interesting. Et je sais plus si j'ai mentionné, donc le MACVAL, c'est le musée d'art contemporain du Val-de-Marne. D'accord. Et donc si parmi les auditeurs vous vivez en région parisienne, depuis Châtelet, c'est une quarantaine de minutes, prenez le métro jusqu'à Porte de Choisy, je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, le tram, c'est le T9, c'est Porte de Choisy, et puis après, vous avez l'arrêt MACVAL. C'est un super musée et qui a une très belle collection et qui fait énormément de projets aussi pour les familles, pour les adultes, pour les groupes. Et ils ont un très beau parc. Nice. Voilà, à bon entendeur pour ceux qui nous écoutent depuis la France et notamment de la région parisienne ou qui ont prévu de passer voir la famille depuis le 94. 9-4, allez, go. Voilà, il paraît que c'est un beau musée. Donc, allez donc y faire un tour de la part d'Agathe. Vous dites bonjour, ça va depuis le Japon. Et là, ils se diront, dis donc. Et sinon, oui, l'autre projet dont je peux vous parler, c'est un projet actuel. Et là, du coup, on est sur un consulting concernant notamment le site internet. Et alors, c'est un projet qui va être sur le long terme. Donc, c'est vraiment un accompagnement. Et donc, avec quelqu'un aussi que je connaissais d'avant et qui faisait partie de mon réseau proche. Le client, c'est Hub Tokyo. Donc c'est un espace de coworking, mais c'est surtout un espace communautaire en lien avec le business. Je suis très contente de cette communauté que j'ai créée sur Tokyo. Donc Yuko Michio, qui est la nouvelle CEO de Hub Tokyo, dans le quartier de Meguro. En fait, donc elle a été nommée il y a quelques mois donc dans cet espace de coworking qui est très particulier et qui du coup démarre une nouvelle phase. Et donc je les accompagne encore à assister de Alex pour la partie SEO. Je les accompagne en tant que consultante stratégie digitale plus, on va dire, parce que l'idée c'est vraiment d'accompagner Yuko dans cette nouvelle vision de CEO, dans cette nouvelle position, et de vraiment clarifier sa vision sur les années à venir et de l'accompagner aussi pour qu'elle puisse transmettre le message qu'elle veut clairement au public qu'elle veut. Parce que Hub Tokyo est dans une évolution, voilà, on le voit de plus en plus, ces coworking qui sont pas que des coworking, mais qui sont des lieux d'apprentissage, de communautaire, de partage,
Et en plus, Hub Tokyo est un lieu vraiment qui défend des valeurs spécifiques autour de l'impact social, de l'écologie, de plein de sujets qui leur sont très importants. Et donc, en plus, ça permet de regrouper des entrepreneurs, des artistes, parce qu'il y a aussi un côté art. C'est aussi pour ça qu'on a commencé à collaborer ensemble, parce qu'ils ont créé une résidence d'artistes. Et donc voilà, c'était la suite logique. Donc il y a cette volonté aussi de vraiment montrer que l'artiste c'est aussi un entrepreneur, et que les entrepreneurs et les artistes peuvent apprendre les uns des autres, parce qu'ils font face à des problématiques complètement similaires, et qu'on peut se rassembler, apprendre de chacun. Voilà. Question. Hub Tokyo, tu parles d'un espace coworking collaboratif, on va dire, enfin tu vois, communautaire. Ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs lieux ou est-ce que c'est que le bureau de Meguro ? Alors, le lieu principal, c'est à Meguro. Ouais. Donc, c'est un coworking avec aussi un café qui s'appelle Deli ad Comunità. Il y a également, au même endroit aussi, dans les mêmes bureaux, l'école de code Le Wagon. Donc, il y a une grande communauté française qui est sur place. Et Haïti, du coup ? Et Haïti, ouais, également. Mais il y a aussi plein de startups et aussi beaucoup de freelanceurs, d'artistes, d'entrepreneurs. Il y a d'autres projets qui sont en train de se développer ailleurs dans le Japon, notamment à Nagano et également à Chiba. Mais je veux pas dire de bêtises parce que tout ça c'est encore aussi en projet et puis il y a une manière aussi d'annoncer les choses et voilà, de présenter les choses de la bonne manière. Mais en tout cas, le lieu principal c'est Meguro. Il y a aussi des événements qui sont organisés là-bas pour la communauté. Pour certains, peut-être que certains des auditeurs connaissent déjà, ont déjà pu aller au marché responsable qui se tient 2 fois par an et qui est en fait un marché qui met en avant des vendeurs de produits qui sont éco-responsables et donc qui sont dans le respect de la planète. Où il y a des options aussi d'alimentation végane, sans gluten, etc. Donc ça, par exemple, c'est un exemple très concret du type de valeur que Hub Tokyo, qui est aussi appelé, qui fait partie de la franchise Impact Hub également. Voilà. Le fait que Yuko Michio ait choisi de travailler avec toi, c'est parce qu'elle cherche à atteindre une audience internationale ? Est-ce que c'est principalement des personnes, des backgrounds multiples ? Est-ce que c'est principalement des Japonais ? Est-ce que c'est... Alors, c'est vraiment cosmopolite. Okay. C'est vraiment cosmopolite et c'est aussi pour ça que c'est intéressant, c'est qu'il y a des Japonais, mais il y a plein d'étrangers aussi. Okay. Et voilà, il y a une forte communauté française. Nous, notre collaboration, elle est vraiment partie du milieu de l'art. D'accord. Et aussi de cette appétence et de cette compréhension que le milieu du business et le milieu de l'art, les acteurs pouvaient apprendre de chacun. Et donc on a eu une première collaboration cette fois-ci en tant que créatrice de contenu quand il y a eu cette résidence d'artistes, donc pas l'été dernier, l'été d'avant. J'ai pu collaborer avec Hub Tokyo et créer des portraits vidéo des artistes qui étaient présentés, qui participaient pour la résidence, et donc les partager sur mes comptes de réseaux sociaux en collaboration avec leurs comptes. Et donc ça a été le début de ça, de toutes nos conversations autour de l'art, et notamment de comment les artistes pouvaient échanger, apprendre du milieu des affaires, du milieu des entreprises, des startups, et comment les startups pouvaient s'inspirer du processus de création des artistes également. D'accord. Very nice. Félicitations. Merci. Non mais c'est top, parce que finalement c'est une relation personnelle mais que tu as tissée après ton arrivée à Tokyo. Ouais. Donc qui reste une relation, à la base toi t'étais membre du hub, donc en fait la relation primaire elle est quand même de client à... Tout à fait. De client à fournisseur de services. Ouais, qui voilà. Client à fournisseur de services, donc ça veut dire que vous avez réussi à créer une relation qui est assez forte et assez en confiance pour justement mener vers d'autres projets. Donc c'est intéressant aussi comme façon, même si nous, c'est pareil, on a encore beaucoup de notre réseau pro qui vient de notre réseau perso généralement. Et c'est ça qui est intéressant aussi quand on parle de réseau, c'est en fait à quel point c'est sans limite en fait. Oui, tout à fait. Et à quel point il faut faire attention à ces relations avec les gens, etc. Parce qu'en fait...
celui qui est ton fournisseur de service à un moment peut effectivement devenir ton client. Ah, tout à fait, ouais, bien sûr. Et moi, je trouve, nous, du coup, on était un peu dans la même situation. Et moi, je suis super contente de cette communauté Phage et de la communauté de Hub Tokyo, parce que je me suis fait plein d'amis aussi à Hub Tokyo et à Phage, parce que justement, on est dans des communautés qui sont extrêmement bienveillantes, où on est vraiment dans le safe space, dans on apprend le soutien, on apprend de chacun, on grandit ensemble, on se juge pas, on évolue. Et donc finalement, oui, on était dans une relation effectivement de client-fournisseur de service qui a switché, mais ça s'est fait hyper naturellement parce qu'en fait, c'était tellement honnête et bienveillant et que comme nous, ça s'est fait. Et puis même après, d'ailleurs, on a recollaboré après le site voilà, sur un autre projet événementiel et on va recollaborer, j'en suis sûre, par la suite également. Donc c'est ça aussi ce qui est important de préciser, je pense. On parle beaucoup de communication digitale, mais ça, tout ce qu'on vient de dire là, c'est la preuve que le networking, la communication en physique aussi, hors du digital, elle est hyper importante, parce que c'est comme ça que vous allez connecter avec des gens d'un point de vue humain, vous allez avoir des atomes crochus, et que, en fait, c'est là où vous dites « Ah ben tiens, j'aime beaucoup la façon de voir des choses de cette personne ». On a les mêmes valeurs, on défend les mêmes choses, mais elle est dans une industrie ou un domaine différent, avec une expertise différente, ça serait trop bien qu'on puisse collaborer. Et donc du coup, ça se fait quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est à Hub que j'ai rencontré Alex, je crois. Ah ouais. Par ami d'amis, donc comme quoi c'est avoir un... Enfin on le voit, c'est extrêmement tendance ce que je dis, mais la communauté, les espaces communautaires, c'est un mot qu'on entend énormément sur ces dernières années, parce qu'on s'est rendu compte que pendant le Covid, on l'avait perdu. Et qu'en fait qui est très bénéficiaire, qui est très important, qui est même essentiel. Et je trouve que étant à l'étranger, quand on se retrouve un peu esselé comme ça, à vouloir recréer son réseau, de trouver ces communautés bienveillantes, pas seulement dans un aspect professionnel et purement prospectif, mais aussi dans un aspect humain. C'est comme ça qu'on se recrée un réseau de confiance et que en fait, les choses avancent, mais décantent tellement naturellement. C'est super agréable, quoi. Et puis on est en confiance, et puis il n'y a pas cette inquiétude du « oh là là, j'ai demandé à machine, mais je la connais pas ». Ah ouais, complètement. Alors que bon, là, tu sais que si t'es... par exemple, si toi, tu nous recommandes quelqu'un pour travailler sur un projet X ou Y, on sait que ce sera quelqu'un de bien. Parce que tu vas pas nous recommander quelqu'un qui va nous mettre dans la mouise. Et nous, inversement, pareil, on va pas... Quand ça nous est arrivé déjà de te proposer un projet, de t'envoyer un projet en me disant « Écoute... nous, ça nous correspond pas, toi, ça te correspond plus. Honnêtement, y a des choses qui semblent pas claires, n'hésite pas à refuser. Mais on est clair dès le début. Tu vois, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de... Et c'est important. Tout le monde dit toujours que le monde du business, c'est coupe-gorge. Ça l'est, en fait. Ça l'est, mais ça l'est parce que les gens, ils ont envie d'être mauvais. Tu peux être bienveillant, il y a assez de travail pour que tout le monde y trouve son compte, en fait. Bien sûr. Il y a vraiment une image... Je suis entièrement d'accord. mesquine, tu vois, du monde du business, où c'est genre chacun garde ses trucs. Et je pense que notre génération, on est en train de beaucoup changer les choses à ce niveau-là. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir. Ouais, on est un peu sur le temps, mais il y a un dernier truc auquel je pensais. Par exemple, pour la communication digitale, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses. Et on parle du réseau, là, et je pense que c'est intéressant d'en parler. Il y a aussi une action qui est possible, c'est ce qu'on appelle le cold emailing. Donc c'est contacter des gens qu'on connaît pas du tout. Et comme tu le dis, c'est effectivement plus intéressant de contacter quelqu'un en ayant une référence, en fait. Surtout au Japon, je pense. Après, bien sûr, ça dépend de son domaine, et que des fois, quand on travaille pour des entreprises où on a besoin de faire beaucoup de chiffres et de contacter énormément de gens, le cold emailing, c'est la solution et c'est adapté. Mais par exemple, ça aussi, c'est un élément de la stratégie digitale, quoi. Voilà, juste pour le mentionner. Yes. Eh ben, écoutez, je pense qu'on va en rester là. Ce sera peut-être un épisode divisé en deux. On verra à quel point, une fois que j'enlève les E et les blancs, et les... on verra combien de temps on est, mais il y a des chances que ce soit un épisode en deux parties. Donc ça, c'était un premier épisode avec Agathe sur la communication digitale, et on réinvitera Agathe pour un autre épisode sur une autre de ses spécialités.
on garde la surprise pour l'instant, on ne vous dit pas. Mais vous saurez bien assez tôt, je pense. Merci de nous avoir écoutés. Merci Agathe Ferro-Maïda. Merci beaucoup de m'avoir invitée et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et d'aller voir mon site qui sera mis dans la légende. Absolument, allez voir les réseaux, plutôt Instagram, YouTube. Insta et LinkedIn. Et LinkedIn, ok. Voilà. Insta, LinkedIn, YouTube. Elle a les 3 qui sont très actifs. Elle est partout. De toute façon, vous retournez à Agathe. Donc voilà, oui, allez suivre Agathe, absolument. Et puis à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Biam. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, LinkedIn ou Facebook pour des mises à jour et des contenus exclusifs. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, laissez-nous un commentaire ou envoyez-nous un message à podcast@tokimekibyam.com. Votre avis compte beaucoup pour nous. À bientôt pour un nouvel épisode de Biam.